Mon nom est Claudia Ouellette et aujourd'hui, en studio, j'ai avec moi l'ineffable Grégory Blanc. On dit pas l'incroyable? OK, attends. J'ai un hymne pour toi. Oui. Quand ma petite Scandinave a vu que je la regardais avec un peu de barbe. Tu sais? Fait que c'est ton retour officiel parmi nous. Ah oui, je n'étais pas loin. Mais quand même. Tout à fait. Alors, quoi de neuf? Également, dans nos studios distancés, Olivier Lacombe, le pilote désigné. Allô? Salut. Ben, faut que je reste laconique, là, c'est mon brand. Bon matin. Absolument. Et André Allard, éditeur des chefs du Québec. C'est qui, eux? Des ailes du Québec. OK. Éditeur en chef des chefs du Québec. Je suis pas éditeur des chefs du Québec, je suis dégustateur pour les chefs du Québec. Ça aussi. On savait pas qu'il existait, mais on avait toute une organisation derrière eux. Oh my God. All right. Hey, on commençait par une petite nouvelle de suivi. André Bombardier complète la vente. Oui, alors la vente de transport est complétée. On s'étendra pas là-dessus aujourd'hui parce que de toute façon, le 11 février, il y a les résultats financiers de Bombardier qui sortent. Et on va savoir beaucoup plus où s'en va Bombardier dans la prochaine année, des projets, tout ça. Fait que moi, j'attends le 11 février pour, à moins que j'aille des scoops avant. On sait jamais. Oh là là, André. Est-ce qu'il est bien commandé? Mais que se passe-t-il, Claudia Ouellette? Mais qu'est-ce qui se passe? C'est pas facile. C'est à mon tour, André. Prends ça cool, c'est ton congé aujourd'hui du déparlage. Donc, dès qu'on a des nouvelles de plus, bien entendu, chers auditeurs, on vous revient. Absolument. OK. C'est transport, mais quand même. Passons à un sujet désagréable. Hein? On a des nouvelles d'un écrasement. Oui. Greg. Allô? Eh bien, voici. Donc, pour ceux qui s'en rappellent, il y a eu un crash malheureux en Suisse. Dans le fond, c'est un organisme à but non lucratif qui s'amusait, à ce moment-là, il s'amusait, à faire voler un Junker 52, qui est un avion de transport datant de la Deuxième Guerre mondiale, de cette époque-là, là, à peu près. Là. C'est contemporain du DC-3. Ouais, à peu près, ouais. C'était la version en tôle ondulée du DC-3. Puis donc c'est une compagnie qui a fait la restauration et qui s'amusait à le faire voler avec des passagers à bord, puis ce qui permettait de faire apprécier la chose aux amateurs et en même temps de collecter des fonds pour continuer à faire tourner tout ça. Et malheureusement, cet avion-là s'est crashé dans les Alpes, dans une petite vallée escarpée il y a 2 ans. Tout le monde est mort, hein? Tout le monde est malheureusement décédé. Tous ces morts sont décédés. Et le rapport est sorti cette semaine. Donc, on va dire l'équivalent de Transport Canada en Suisse. L'équivalent des rapports du BST. En fait, oui, c'est vrai. Très bon point. Merci de me rappeler à l'ordre parce que c'est plus l'équivalent du BST canadien en Suisse là, qui est arrivé avec le rapport final et qui... comment pourrait-on dire, en restant poli, accablant. Disons qu'ils sont rentrés dans le tas. Donc, Sans mauvais jeu de mots. Non, mais c'est assez incroyable. Donc, les pilotes, l'organisme, la planification des vols, tout le monde se fait ramasser là-dedans. Il y avait de sérieuses lacunes. Quand on préparait l'émission tantôt, André s'était amusé à nous faire... à parler du fromage suisse, puisqu'on est en Suisse, c'est le fameux gruyère, mais ça s'applique, le modèle de Reason, de James Reason, s'applique à fond la caisse dans ce cas-là. Les trous de fromage étaient très, 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 très nombreux et il était extrêmement donc plus alignés. facile de les aligner. Ouais, il y avait... c'était, dans ce cas-là, par exemple, c'est un de ces cas où tu disais, c'était pas de savoir s'il allait arriver quelque chose, mais quand. Et ça en est malheureux. Donc, mauvaise planification, les pilotes qui prenaient des risques pour aucune bonne raison. Qui se laissaient aucune marge et des choses comme ça. Oui, absolument. Des erreurs dans le calcul de masse et centrage, mais pas de la part des pilotes, dans la formule, dans la manière de calculer le masse et centrage. Écoute, il y avait de tout là-dedans. Oui, au moment du crash, l'avion était tail heavy. Donc, beaucoup trop de poids au niveau de la queue. En fait, si je peux me permettre, je vous en prie.
JUR, ils avaient 3 avions, 3 Ju-52 qu'ils avaient récupérés en 81 quand la troupe aérienne de l'armée suisse s'en sont départis. Ouais. Et puis, au niveau de l'accident, ce qui s'est passé, beaucoup de choses, comme tu dis, Greg, mais le centre de gravité sur la queue, ce qui se produit, c'est quand l'avion décroche, si l'avion est centré trop arrière, c'est que l'avion va rentrer en vrille. Et ça ne sera pas possible de sortir de la vrille. L'avantage d'avoir un centrage arrière sur un avion, c'est que l'avion est plus rapide. Mais dans le cas d'un Ju-52, ça sert absolument à rien. Là. C'est comme dire, hey, mon Beaver est plus rapide. Ça donne rien. Ouais. Ensuite de ça, on parlait des morceaux de tourière. Oui, le massif central a été mal calculé. Ouais. Les moteurs, c'est des moteurs des BMW 132. Ouais. Donc, des moteurs datés des années 30-40, qui avaient une durée de vie normalement environ de 300 heures. Et à force d'extension, la compagnie avait réussi à avoir une extension jusqu'à 1500 heures, mais les moteurs étaient incapables d'aller chercher 1500 heures. OK. Faut savoir que beaucoup des Ju-52 qui volent, comme celui que Lufthansa avait, ils avaient des moteurs de Otter dedans, des Pratt & Whitney. Oui, c'est vrai, c'est un très bon point. Oui. Donc, ils mettent des moteurs que les pièces sont disponibles, que les mécaniciens sont disponibles pour travailler dessus. Absolument. Dans ce cas-ci, les moteurs étaient incapables de faire tourner les hélices. Exemple, le bénéficiaire dit, mon moteur, il doit tourner à 2000 tours minute à pleine puissance, avec des hélices à pas fixes. Dans ce cas-ci, les moteurs n'étaient même pas capables d'aller fournir cette puissance-là. L'avion était chroniquement sous-motorisé. Il y avait une historique de panne partielle, de panne complète avec ces moteurs-là sur ces avions-là. Et au fil des années, puis ils n'ont jamais rien fait. Il y avait de la corrosion sur l'avion. C'était pas en cause dans l'accident de 2018, mais quand ils ont ramassé ce qui restait de l'avion, ils ont vu qu'il y avait beaucoup de pièces qui étaient corrodées dans l'avion. Ouais. Entre autres. En bon français, an accident waiting to happen. Oui, c'est une grosse claque dans le visage pour dans le cas pour cette compagnie-là, en fait, c'est cet organisme à but non lucratif. Mais en même temps, Olivier, est-ce que je me trompe si je dis que ça envoie aussi un petit message, de façon indirecte à tous ces groupes qui un petit peu à travers le monde là, qui font voler des avions d'époque. C'est sûr. C'est comme il faut voir un peu ceux qui ont des vieux avions, c'est comme ceux qui ont des avions modernes. Il y a des compagnies aériennes qui ont des avions ultra modernes, ils font absolument n'importe quoi, on se demande comment ça se fait qu'ils n'ont pas d'accident. Puis d'autres compagnies qui font tout qui font tout by the book, qui sont ultra sérieux, puis ils ont quand même des accidents. Donc, faut pas généraliser au fait que c'est des vieux avions, donc ce qu'ils font, c'est nul, là. Non, c'est ça. Mais en fait, c'est là où je m'en allais avec ça, c'est que il faut être prudent toujours. Exactement. C'est que ça n'a pas de place à la complaisance. Que ce soit un vieil avion, que ce soit un avion neuf, la complaisance n'a pas sa place. Cet accident-là en Suisse, ça rappelle un peu l'accident avec le B-17 de la Collins Foundation l'an dernier. Donc, qui s'est écrasé à Windsor Loch. Donc, c'est un peu je suis sûr que si on regarde quand le NTSB va avoir fait son rapport sur cet accident-là, si on regarde le côté facteur humain dans les deux cas, l'accident en Suisse et l'accident à Windsor Loch, je parle pas au niveau de l'entretien, on va avoir des similarités frappantes entre les deux accidents. Oui. Puis j'avais même déjà lu certains articles où on parlait des fois d'entêtement, de s'entêter à vouloir faire voler une machine qui ne demandait qu'à rester au sol, faute de pièces, faute de... Un matin, les moteurs sont pas contents, tu rembourses tes gens puis ils vont pas voler, là, mais la pression de dire, mais ils sont venus, ils ont fait toute cette distance-là pour venir voler dans l'avion, on va pas les décevoir, ouais, mais imagine la déception si tu meurs, tu sais. Exact, tout à fait. Fait que c'est triste, c'est très triste, puis c'est triste de voir également à travers ce rapport-là que il y a encore une fois beaucoup le côté humain est encore très 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 présent. Quand le crash est survenu, juste simplement pour finir, là, quand le crash est survenu, on a beaucoup parlé, oui, c'est un vieil avion, probablement que la structure a peut-être lâché, c'est pas évident à faire voler ces vieilles machines-là, tout ça. Finalement, tu te rends compte que dans c'est 100% facteur humain, pas mal. Dans le cas du crash, oui, Olivier parlait il y avait de la problème mécanique et tout, ça, mais dans ce cas-ci, c'est purement humain, presque à 100%. La culture d'entreprise déficiente. Aussi, absolument. On devient complaisant. Puis quand si t'embarques dans ce pattern-là, après ça,
Je regarde le rapport des Suisses, je l'ai téléchargé, et puis c'est pas compliqué. L'avion, quand ils ont rentré dans une vallée, ils étaient incapables de faire un demi-tour. Ils ont essayé de faire un demi-tour, ils ont décroché, ils sont rentrés en vrille, ils ont rentré dans la planète à la verticale. Ça n'a pas dû être le fun comme derniers instants, ça? Ben, ce qu'il faut se dire, c'est que ça a fait très mal, mais vraiment pas longtemps. Merci, Olivier. Bon, là-dessus, on va passer au SmartLink du Challenger 350. Oui, Challenger 350. Donc, Bombardier qui a annoncé que le système SmartLink était disponible pour le Challenger 300 et 350. Donc, c'est un système qui permet de communiquer avec le sol. Mm-hmm. Avec les opérations aériennes et qui permet de transmettre des données au niveau, surtout pour de la maintenance. Mm-hmm. Donc, c'est pas un système qui est totalement nouveau et révolutionnaire. Chez Bombardier, ça existe déjà. C'était de série sur le Global 7005. Donc, c'est pas nouveau, mais c'est maintenant disponible sur le Challenger 300, 350. Puis c'est pour les gens qui se posent un peu la question de qu'est-ce que c'est comme système. Ça existe déjà dans l'aviation civile depuis quand même assez longtemps. C'est tous les systèmes de maintenance, de tracking qui envoient des données en langage technique là, qui envoient du data à MCC, en Maintenance Control. Qui permet donc de pouvoir troubleshooter, préparer, commander des pièces, monter une équipe ou quoi que ce soit. En général, faire de la maintenance préventive. En général, faire de la maintenance préventive, ça passe à travers le système de communication, un système de communication de l'avion, le SATCOM ou peu importe, là, à travers le système qu'on appelle souvent ACARS, mais c'est pas forcément et uniquement ça, là, comme Olivier nous le rappelait. Et c'est un système donc, qui permet de pouvoir avoir à distance, à l'avance, de l'information sur l'état de santé de l'appareil. On continue d'améliorer cet appareil-là? Oui, et il faut mentionner que la mise à jour ou l'installation du système est gratuite pour les clients de Bombardier qui veulent l'avoir. Puis, Greg, est-ce qu'il y a un parallèle à faire entre le développement des systèmes pour le C-Series à l'époque et du Global 7500 dans le cas de SmartLink? Probablement que oui, là, parce qu'au niveau... c'est pas tout à fait le même système qui est installé, là, mais la philosophie est la même. Est-ce qu'il y a eu du transfert de savoir et d'expertise? Oui, très certainement, là. Mais c'est un système qui est offert sur la C-Series, c'est du Rockwell Collins là, qui est installé, l'avionique, la suite avionique. Sur le Global 7005, si mes souvenirs sont bons, c'est aussi du Rockwell Collins qui est installé. Ouais, c'est la même chose. Fait que, il y a un écran de moins. Ouais, donc est-ce qu'il y a eu est-ce que les équipes se sont parlé? Oui, très certainement. Ça porte pas le même nom, là, mais on s'entend que dans ton training book, si ça s'appelle pas de la même façon, dans la boîte, c'est fort probablement le même circuit imprimé, là. Donc fait que c'est ça. Puis dans le cas de la C-Series, on sait que ce système-là existe et est très performant et a pas mal de boulot parce que, entre autres, les moteurs, on sait qu'ils envoient beaucoup de data au sol. On en avait déjà parlé. Le fait que on peut présumer que c'est une partie du fait que le uptime de ces appareils-là est excellent depuis leur mise en service. Entre autres. C'est pas nouveau au C-Series, ça existe depuis longtemps, mais c'est sûr que ces systèmes-là se sont raffinés avec le temps. Et si on pense juste une petite parenthèse à tous mes collègues et amis qui travaillent sur des Dreamliner, les 787 de Boeing, on sait on en a beaucoup entendu parler que quand Boeing livre un 787, il y a à peu près 3-4 laptops qui viennent avec l'avion, là. Des laptops de maintenance, que tu peux te connecter, Wi-Fi, en tout cas peu importe. Et tout ça fait partie de ce système complexe-là de maintenance. Donc, tu peux recevoir de l'information à distance, mais tu peux aussi, rendu à la gate, la downloader, la traiter, etc. Est-ce que tu peux lui parler avec Siri ou ça, c'est pas encore fonctionnel? C'est pas encore fonctionnel, mais à la joke, ils disent que ce sera pas très, très long. Je l'avais dit la dernière fois. Question comme ça, les laptops du 787,
Est-ce qu'ils sont dans les ailes ou ils viennent séparément? Il paraît que le laptop arrive séparément par FedEx, mais le fil est dans la tank. OK. OK. Les Chinois, André, livrent leur premier C919. Ouh là là! Vont livrer. Merci beaucoup. Ils vont livrer. Donc, il y a des informations qui ont sorti de la Chine et du gouvernement chinois la semaine dernière, comme quoi la livraison du premier C919, était pour la fin donc le dernier trimestre de 2021, comme c'est maintenant prévu depuis la dernière revision des échéanciers il y a 2 ans. Et ça nous annonce donc une certification du C919 en Chine là, pour cette année, probablement au 2e trimestre. Et si la Chine réussit à régler ses problèmes, comment je dirais ça, donc ses problèmes politiques avec les États-Unis, possiblement qu'ils vont réussir à livrer des C919 dans le futur. Donc, c'est le développement de l'avion. Oui, parce que là, on attend le moteur, là. Hein? On a des... probablement qu'il y avait déjà des moteurs de livrer, Oui, t'as raison, André. Ce que je veux dire, c'est sûr qu'ils n'attendent pas les moteurs là, parce que le prototype vole et tout ça, mais en fait, ce que je voulais dire, c'est que on veut assurer la suite de la chaîne de production, donc le problème, c'est pas de faire voler les prototypes, c'est d'entrer en production par la suite. Là. Fait que, les moteurs de ça, ils étaient américains? C'est du LEAP. Ah, d'accord. C'est du LEAP 1C. D'accord. On a un suivi sur les Rafales grecs pilotes désignés. Oui, les Rafales grecs, on vous en a parlé la semaine passée. On se posait la question si c'était tous des avions neufs ou il y avait des avions usagés. Il y a 12 avions qui viennent des stocks du gouvernement français. Et puis, 6 avions neufs. Donc, ça permet aux Grecs de recevoir leurs Rafales plus rapidement, leurs nouveaux avions plus rapidement. Et aussi, pour les Français, ce que ça fait, c'est que ces 12 avions-là vont être remplacés par des avions neufs qui vont être construits dans le futur. Donc, ça étend la production de la chaîne chez Dassault. Et le gouvernement français, il ramasse des avions plus récents et ils ont un client satisfait avec les Grecs. Win. Je sais pas qui avait posé cette question-là, mais vraiment. C'est André. Non, je pensais que c'était moi. T'étais même pas là. C'est vrai, excusez-moi. J'ai essayé de m'attirer de la sympathie. Mais, Olivier, au niveau du Rafale, petite aparté politique ici. Je sais pas si tu as vu cette semaine, mais quand le contrat a été signé, quelques heures après, les Turcs ont invité les Grecs à venir s'asseoir et à rediscuter. Ah ben c'est sûr, là, ils savent que c'est la soupe chaude qui s'en vient. Puis surtout que les Grecs ils vont avoir des F-35. Ouais, aussi. Fait que j'ai trouvé ça très cocasse. Ce serait vraiment drôle que ce soit ce genre de commande militaire-là qui amène une solution diplomatique au problème. Mais c'est toujours comme ça, là. Oui, je sais bien, mais quand même. En tout cas, bref. Ouais. Greg. Hein, moi? Oui. Tu lobbies depuis des années. Ah. En fait, c'est pas vrai, mais tu fais savoir ta frustration qu'on n'ait pas un lien de transport en commun intelligent à Dorval depuis longtemps. Moi, j'ai dit ça, oui, absolument. Et là, imagine-toi donc, on avait un début de solution. On avait une super solution, presque complète, avec le REM à Dorval. Oui. Il restait un petit problème qui était le REM ne rejoint pas la vraie gare ferroviaire à 700 mètres plus loin à Dorval, ce qui semble être un peu une opportunité manquée, mais bon, admettons. Sauf que là, tout ça dépendait d'un financement qui venait d'AMD. Et... ADM. Oui, c'est qui AMD? AMD font des processeurs. Ah oui, c'est ça. Des petits problèmes d'ordinateur qui ont comme biaisé mon ce qu'il faut savoir, chers auditeurs, c'est que Claudia rush en bon québécois avec son ordi depuis ce matin. C'est une véritable lutte à finir entre les deux. Je n'ai pas dit mon dernier mot, d'ailleurs. Mais ADM dit que, compte tenu des circonstances actuelles avec la COVID, ils ne peuvent pas boucler le financement de la station qui devait être à l'aéroport. Et là, comment c'est en train de s'enligner, c'est que le tunnel resterait vide pendant un bout de temps. Donc, on mettrait tout le projet sur la glace. Pas comme à Mirabel. Tu sais, le petit bout d'autoroute qui restait dans les airs pendant un bout de temps, seul à Dorval, un peu comme ça. Donc, dans le fond,
au départ, le gouvernement québécois s'était montré ouvert à mettre de l'argent là-dedans. Finalement, ils ont fait volte-face. Ils ont dit non, ça, c'est une infrastructure fédérale, on ne met pas une scène là-dedans. Mais c'est quoi 2 semaines plus tard, pas? ils investissaient dans le port de Montréal. Là, ADM est pas très content de la situation, mais comme, ben là, vous investissez dans un port qui est une infrastructure fédérale. Bon. Je veux bien croire qu'on réglera. C'est pas nous qui allons régler ça ce matin, là, mais voyons donc. Et là, en plus, ce que ADM demandait, c'est un prêt, pas une subvention. Oh, en plus? Oui. Ah, génial. Donc, on se demande d'où vient le Peut-être niveau qu'ils de ne passent pas au résistance crédit. actuelle. Est-ce qu'ils ont pensé à Hypothéca? Je ne sais pas. En tout cas, on a des bons noms à leur donner. Oui, c'est Ou ça, multiprêt. exactement. Oui, ils ont le choix, là. Regarde. On a tous intérêt à payer mon intérêt. Mais honnêtement, présentement, ça a l'air d'être un jeu de pas game, là, genre qui va sortir son chéquier en premier, parce que ça va se faire. On s'entend. Tout le monde s'entend que cette infrastructure-là est nécessaire, donc... Ben, s'ils veulent garder l'aéroport à Dorval, là, sérieusement, je vois, tu sais... Tu peux pas te contenter d'un service d'autobus, la 747, qui passe, qui se promène dans le bas du centre-ville. Puis voyons, stick, là, on peut-tu passer au 21e siècle? Ouais, les mots me manquent tellement. Je trouve ça débile et niaiseux. Pour nos amis en Europe, là, niaiseux, oui. Hein? Imbécile. Je vous fais remarquer que je n'ai pas parlé encore. J'allais dire, tu es vrai, bien André, silencieux, qu'est-ce qui se monsieur passe? Allard. André est quoi? Je suis incapable de parler de ce sujet-là sans sentir la frustration monter. Encore une fois, à Ottawa, on a des gens qui se défilent de leurs responsabilités d'une manière absolument... les mots me manquent. On a un nouveau ministre des Transports, ça fait quoi, 3 semaines, 1 mois, là, maintenant? Ouais. Il a dit quoi à date? Zip, lui aussi. Rien. R-I-E-N. Je pense qu'il a dit bonjour, là. Honnêtement, on avait espéré un vent de changement qui aurait soufflé sur Ottawa. Merci, André, pour le bruitage. Mais là, à date, les astronautes à Ottawa, ça marche pas. Hein? Non, ça, on sait. Je dis ça comme ça, là. Ça, on sait. Il va peut-être falloir changer le pool de candidats, là. Il semble qu'il soit un peu durablement des outsiders. Oui. Oh, j'ai fait une joke interstellaire. OK. J'ai fait une joke interstellaire. Merci. Je m'attendais pas à une telle réaction. OK. Flair va louer des 737 MAX. Oui, alors à la compagnie. C'est une bonne nouvelle. Et quelle mouche les a piqués? Les plus beaux avions au pays, c'est Flair qui les a. Hein? Le beau vert et noir. On a une certaine discordance là-dessus. Je trouve vraiment pas ça si pire que ça, cette Ben, livraison. ça fait années 70. Ah, je sais C'est pas. laid. Je trouve que ça fait site web, là, fait que c'est un peu weird. Mis mais à c'est part pas- la couleur, on dirait un peu les avions, l'ancienne livrée de Eastern. Entre qui était vous et bleue, moi, là, je mais- trouvais l'ancienne livrée d'Air Canada turquoise et rouge bien OK, non, mais pire. ça, oui, c'est un mauvais exemple. Même OK. les propres employés d'Air Canada comprennent pas, sont pas capables de l'expliquer, fait que non, on passe next. OK. Mon exemple Alors- est trop extrême, ça rend mon argument faux. C'est Absolument. Ça? OK, fine. Donc, Alors, on Flair, disait- André, oui, pardon. Flair, qui est une ancienne compagnie, en fait, qui était une compagnie de service à l'industrie pétrolière, qui a viré maintenant. Le capot. Hein? Qui a viré sur le capot. Ouais, ben, on s'entend que l'industrie pétrolière dans l'ouest du Canada, il n'y avait plus beaucoup d'avenir là-dedans anyway, fait qu'ils ont décidé de Brûler de du se On va aller dans de- une business facile, l'aviation. Ouais, Maintenant qu'on a Ouais, extrait c'est ça. le pétrole, on va aller le brûler. puis qui est pas cher en plus. Ouais. Fait que, ils se sont lancés là-dedans, mais en fait, Flair est détenu à 25% par 777 Partners et à 24% par Indigo Partners. OK. OK? Et ils se sont réorientés comme transporteurs à rabais. On sait tous au Canada comment c'est rempli de succès l'histoire des transporteurs à rabais. Là. Les LCC puis les ULCC au Canada, ça n'a pas d'avenir, il n'y en aura pas. C'est-tu un ultra low cost, André? Ou un... Oui, c'est un ultra low cost où si tu veux amener ta brosse à dents, faut que tu payes, là, tu sais, genre. Là, OK. C'est Mais le c'est- Ryanair canadien. Mais leur objectif, c'était Ouais. d'être canadien régional. Non, avec des 737. Canadien. Non, je C'est sais, pas, c'était c'est pas en canadien. Ouais, c'est ça. Ils veulent concurrencer Swoop et ces patentes-là. Ben oui, puis Swoop concurrence WestJet parce que dans l'Ouest canadien, là, t'as Abbotsford, t'as Calgary, après ça, tu te rends jusqu'à Hamilton, tu vas avoir Edmonton. Oublie Et- pas Kelowna.
Ouais, mais Swoop, c'est WestJet, fait qu'ils se concurrentent eux-mêmes. Oui. Tout ce beau monde-là court après la même clientèle. Mais ça, je veux pas partir un débat sur les low cost. Ce que je veux mentionner, c'est que un des deux actionnaires importants de Flair, 777 Partners, a signé une entente avec Boeing il y a quelques mois pour 23 ou 27 B737 MAX 8. Puis là, ils sont en train de placer les avions dans les compagnies qui contrôlent. Oui, exact, tout à fait. C'est un peu ça, là. C'est pas un big deal. Prix qu'on payait les avions, dans le pire des cas, ça passera dans les dépenses. Mais un jour, je vous expliquerai pourquoi les low cost au Canada, ça marche pas. Il y a aucune. Dans l'état actuel. En tout cas, il y a une piste de réponse déjà en partant, André. Peut-être parce qu'on n'a pas le volume d'habitants. Je sais pas. Non. Ça prend des aéroports secondaires. Aussi. Bon point. Ça prend des destinations secondaires. Tout le monde ne veut pas aller à. Kelowna. Je suis passé ça. J'essayais de pas le dire, mais. Tout le monde ne veut pas aller à Mascouche non plus. Il n'y a même plus d'aéroport à Mascouche. Pourquoi tu irais là? Tu vois, pourquoi je partirais un low cost de bord s'il n'y en a plus? J'aime beaucoup votre fil de pensée. Oh my God. Super. Oui, absolument. Par contre, des bonnes nouvelles quand même. Oui. On a du côté de Raytheon. Donc, selon eux, selon les sondes qu'ils reçoivent du marché actuellement de Rockwell Collins et de Pratt & Whitney, on aurait une sérieuse reprise à partir du deuxième trimestre de 2021. Ah ouais. Donc, selon leurs prévisions actuellement, l'année 2020 et 2021, on aurait une croissance plate, c'est-à-dire inexistante, mais qui veut quand même dire pas de baisse. Et si on enlève de ces chiffres-là les 3 premiers mois de 2020 où il n'y avait pas vraiment de crise, on tomberait dans une croissance entre les 9 derniers mois de 2020 et 2021 dans les 10-12 %. Ah ouais, ce qui est quand même pas bête, mais qui demanderait une accélération très importante de la croissance à partir du deuxième trimestre pour qu'on frappe ces chiffres-là à la fin de l'année. Ça sous-entend, selon eux, des choses qui sont, selon moi, tout de même incertaines, dont une augmentation de 50 % du trafic d'ici la fin de l'année. Et donc, ça sous-entend aussi que de la vaccination. Exactement. Selon eux, ça sous-entend de la vaccination très efficace, de l'allègement des mesures du voyage en général, qui soit sont désagréables, soit sont impossibles, soit sont juste un frein où les gens n'ont pas envie de voyager. Est-ce qu'ils incluent encore là-dedans de l'aide gouvernementale quelconque? Non, ce serait de la vraie croissance. Dans le fond, ce qu'ils disent, c'est que, par exemple, pour Pratt & Whitney, les tours des actifs en usine, donc pour le repair and overall, serait en augmentation de 23 % dès T2. Donc, dans le fond, ce qu'on savait déjà, c'est que si tu retardes des entretiens, à un moment donné, tu es obligé de... exactement. Donc, et ce serait vrai dans presque tous les marchés, pas juste nord-américains. Donc, on aurait une demande même difficile à répondre à, selon ce que j'ai compris, là, au printemps. Oui, absolument. Ça, attendez-vous au plan 5 ici à Saint-Hubert. Attendez-vous à avoir un parking plein de boîtes et de crêtes de moteurs qui vont s'empiler. Oh, c'est bon, ça. Oui, on aime ça, ces nouvelles-là. C'est façon de parler, là, mais je veux dire, vous comprenez ce que je veux dire. Là, le backlog va être incroyable. Parlant d'une bonne nouvelle. Oui. PWG. Oui. Ah, oui. PWG. On a parlé de Frontier, d'Indigo Partners tantôt, Greg. Oui, absolument. Et, Indigo Partners, c'est un consortium privé américain qui détient, entre autres, qui contrôle, entre autres, Frontier Airlines aux États-Unis. Il y a Wizz Air. Et ensuite, tu as les deux autres, j'oublie les noms. Donc, Wizz en Hongrie, il y a Volaris au Mexique et JetSmart au Chili. Puis on rajoute 24 % dans Flair Air. Ah oui, c'est important. Mais dans le cas qui nous préoccupe, la bonne nouvelle, c'est surtout le fait qu'ils ont fait confiance en Pratt & Whitney. Donc, ils s'en viennent avec... ils viennent d'acheter une centaine de A320, de la famille d'A320 Neo, là. Donc, de nouveaux appareils flambant neufs. Et la commande date de 2017, en fait. Elle a été étoffée dernièrement, mais ce qui datait, c'était le choix du moteur. C'est souvent ça. Le choix du motoriste n'est pas fait sur le coup, très souvent.
Puis là, ben, on a décidé de lâcher CFM pour aller chercher s'équiper de Gear Turbofan. Ouais, parce que Frontier Airlines a déjà une centaine d'A300 ou d'appareils 134, ouais. 134. Alors donc, de la famille A320, mais c'est tous des CFM qu'il y a dessus. Maintenant, on fait la transition, on retourne à Pratt & Whitney dans le cas. Ouais. Mais il faut se souvenir qu'en 2017, le Indigo Partners avait passé une commande de 430 appareils, la famille A320. C'était une méga commande qui avait été signée, si ma mémoire est bonne, au Dubai Air Show, si je me trompe pas. Ouais. Mais tu vois, ce qui est intéressant, là, en ce moment, ils ont une flotte mix, André, de LEAP et de CFM56. Mm-hmm. Puis tranquillement, cette flotte-là, ils vont s'en débarrasser. D'ailleurs, cette année, ils commencent à se débarrasser de vieux A319. Puis ils vont faire rentrer... pour ceux qui aiment les chiffres, là, ils vont faire rentrer 49 A320, 67 A321, puis 18 A321 XLR, ton préféré, André. Fait que c'est donc ça, c'est 134 nouveaux appareils qui vont entrer dans la flotte. Donc, on peut parler de 268 moteurs plus les spares. Mm-hmm. Fait que c'est une très, très bonne nouvelle pour Pratt parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un vote de confiance. Là. Puis cette année, moi, sincèrement, j'ai un petit attachement sentimental, un petit parti pris pour le Gear Turbofan, c'est vrai, à cause de la C-Series, là, mais il reste que je pense que la pandémie, c'est un très bon exemple, Pratt, là, puis André, je sais pas si tu seras d'accord avec moi, là, mais je pense que c'est une de ces histoires, de ces belles histoires qui va ressortir de la pandémie, c'est que ça va avoir permis, mais tu sais, genre la main de Dieu, là, avec les Américains, ça marche bien. Où la pandémie est tombée, mais mon Dieu, mais tellement au bon moment. Là. Ils ont eu, dans les shops, ils ont presque pas eu de layoff, là, pour les shops qui s'occupaient du Gear Turbofan, là. Parce que ça leur a permis de pouvoir faire les fameuses mises à niveau, les remplacements, On s'attendait à ce qu'il y ait des grosses pénalités pour le fait qu'ils ne soient pas capables de livrer ces moteurs-là corrigés à temps. Absolument. Finalement, toutes les pénalités ont pris le bord. On a eu le temps de gérer le backlog. Oui. On n'a pas les détails, mais c'est sûr et certain que, connaissant Pratt un petit peu, là, ça me surprendrait qu'ils aient accepté de payer des pénalités pour un avion qui ne vole pas. Mm-hmm. Ce qu'ils ont probablement dû faire et que j'ai entendu un peu entre les branches, c'est qu'ils ont probablement, au lieu de payer la pénalité, offert de dire on va t'envoyer une équipe, ils vont enlever le moteur, t'as pas à t'en occuper, on s'occupe de tout. Là. Fait que c'est probablement ça qui est arrivé, mais même en envoyant leur propre MRT, leur propre gars sur le terrain, c'était quand même pas mal moins cher que la pénalité. Et ça leur a permis de pouvoir gérer à leur goût, en fonction des capacités de leurs usines, de pouvoir gérer le flot de moteurs. Donc, c'est ce qui va probablement, très certainement, permettre à Pratt & Whitney de très bien s'en sortir avec le Gear Turbofan. La pandémie aura été salutaire pour Pratt. Ça n'a aucun bon sens comment que le timing était bon. Puis beaucoup de leurs autres modèles étaient très, très utilisés. Donc, en agriculture, ce qui n'a pas vraiment changé. Dans du transport régional, d'urgence, des choses comme ça n'a pas changé. Donc, étrangement, leurs segments de marché ont été relativement peu Au niveau touchés. de l'utilisation des moteurs Pratt, là, on est rendu à Pratt Canada, par exemple. Pardon. Mais au niveau de Pratt Canada, ça s'est fait ressentir un peu dans les shops. Hein? Puis je pense qu'André, toi aussi, tu as vu ça les chiffres de ton côté. Là. On a eu des mises à pied chez Pratt, mais elles sont relativement temporaires parce que, comme tu disais, on a repoussé des entrées de moteurs dans les shops. On s'est organisé à la limite pour les stocker chez nous, puis on va attendre avant de les envoyer à l'overhaul. Mais en attendant, il reste que qu'est-ce qui a volé beaucoup pendant la pandémie et qu'est-ce qui continue à voler aujourd'hui? Ben, c'est beaucoup de plus petits appareils. Donc encore quand même beaucoup de Dash 8, de l'ATR, beaucoup du Beech 1900, du King Air, le King Air dans le jet privé, Plane Sense et Wheels Up aux États-Unis, ils sont à fond, ça tourne à plein régime. Fait que c'est du PT6 c'est bourré mur à mur. Là. Ouais. Donc, fait que c'est sûr qu'au niveau des shops d'overhaul, de maintenance comme tel, ça se verra pas tout de suite,
Et ça fait un lien avec ce que tu disais il y a quelques minutes, c'est que ça va leur profiter, mais en retard, là, à rebours. Donc, pour les cas de les gens qui nous écoutent, là, pour le plan 5, ici à Saint-Hubert, au Québec, et autres shops à travers le monde là, qui travaillent sur des moteurs Pratt, je vous le dis, là, c'est un secret de Polichinelle, là, ce n'est que partie remise, là, les moteurs s'en viennent. Là. OK. Un petit suivi encore sur un dossier de la semaine passée. On avait parlé que PIA avait eu un avion immobilisé Oui, c'est André qui a eu des nouvelles de ça, je pense. Oui, non, c'est moi. Non, OK. Je pensais que c'est André en fait, finalement, c'est un locataire anglais qui a demandé la saisie de l'appareil plutôt. Il semble qu'il y ait une dispute en cours actuellement. Donc, le locataire dit que PIA lui doit encore 2 millions sur une facture de plusieurs millions. PIA a dit que non. Oui, non, c'est oui, là qu'on non. en est, exactement. Donc, c'est encore en jeu actuellement, c'est encore devant la cour. On va voir qui va gagner à ce niveau-là. Peut-être une grosse facture à venir avec des pénalités, peut-être un avion de retour sans rien. Ouais. Les paris sont ouverts actuellement. Le 380 continue sa retraite forcée, André. Oui, alors cette fois-ci, excusez-moi, je reviens dans mes notes. Alors, cette fois-ci, c'est Qatar Airways, pardonnez-moi. C'est Qatar Airways qui a annoncé qu'elle retirait 5 de ses 10 A380. Ben, écoutez, c'est les déboires du géant des airs se poursuivent. C'est pas une bonne année pour les gros avions. Puis les 5 autres qui sont pas officiellement retirés de la flotte sont remisés et ça pourrait prendre des années avant qu'ils soient remis en service. Ben, moi, je pense qu'ils vont faire des tankers avec. Qu'est-ce que t'en penses, Olivier? Oh boy! Quoi? Oh. Ça va être ben du fuel là-dedans. Ouais. Te rappelles-tu du Poisson d'avril il y a quelques années où il y avait une photo qui était sortie puis il disait qu'il transformait un A380 en Air Force One? Ouais, mais c'était le truc du réalisateur là, Neil Blomkamp qui a fait District 9. Il fait des trucs comme ça, là. Ça serait cool, mais je penserais pas. Ça n'arrivera pas. Non, ils s'en viennent avec des 747-8, là. Ils ont racheté de tronçons aéro. Atlanta perd son titre, André. Oh, pardon, Olivier, tu disais? Ben, ils ont racheté de la banque les 747, la compagnie a fait faillite. Ouais, c'est ça. Ils n'ont même pas volé. Ils sont neufs, mais usagés. Tu disais, André? Ben, tu me parlais de l'aéroport de Genzu. Oui. En fait, l'aéroport d'Atlanta était, avant la pandémie, l'aéroport d'Atlanta était le plus gros aéroport au monde, avec près de, si ma mémoire est bonne, près de 100 millions de passagers par année. Et là, ben, évidemment, pandémie oblige, tout a changé. Et c'est maintenant l'aéroport de Genzu en Chine qui est première. En fait, depuis le mois d'avril 2020, à tous les mois, l'aéroport de Genzu a à peu près environ 1 million à 2 millions de passagers de plus par mois. Et Genzu est revenu à peu près à 80-85% du nombre de passagers qu'elle avait avant la pandémie, alors que du côté d'Atlanta, on est à 50%. Ça explique la raison pour laquelle Genzu dépasse Atlanta. Puis il y a quand même certains avantages à un marché total, à un régime totalitaire, hein? Ouais. Ben, je penserais pas, Olivier, que ce soit temporaire, parce que, avant la fin de 2021, probablement que Genzu va être revenu à 100% de son trafic, alors que Atlanta, ça risque d'aller à l'an prochain ou l'autre année d'après. Ouais. Ça, c'est donc 2022-2023. Et pendant ce temps-là, Genzu va continuer de monter. Le transport aérien va continuer de se développer en Chine. Pour la première fois aussi, on n'a pas les chiffres officiels pour les pays, mais pour la première fois en 2020 aussi, la Chine va avoir dépassé les États-Unis pour le nombre de passagers aériens. Et ça, c'est à peu près, ça devait se faire en 2027. Ça s'est fait en 2020. Et c'est à peu près certain maintenant que ça va devenir permanent. Wow. Avec la COVID-19. Donc, c'est le plus gros marché. Et pour vous donner des ordres de grandeur, là, au mois de décembre, Jackson à Atlanta a accueilli 3,6 millions de passagers pour le mois de décembre. Puis Genzu, c'est 4,8 millions. Puis un bon trimestre à Montréal-Trudeau, là, l'été, là, c'est à peu près 4 millions de passagers.
Ça vous donne un ordre de grandeur, comment ça... Ouais. Ce sont de gros aéroports. Mais là, on va avoir une gare de REM, fait que ça va pouvoir devenir un hub, Montréal. Ouais. Ah oui, pas de vol trop tard la nuit, c'est... Ouais. Moi, d'après moi, le gouvernement Trudeau va se commettre pour 2034 pour la gare du REM à Montréal. Oui, au minimum. Mais ça c'est pour c'est pour la coulée de ciment de la première marche de l'escalier, là, 2034. Ouais. Ouais. Parlant de chiffres de quand est-ce que le marché va être de retour à la normale et tout ça, on a eu des nouveaux chiffres. Oliver Wyman la firme, en fait, a participé à un article du Wall Street Journal au sujet du voyage d'affaires et il semble que les différents experts s'entendent pour dire qu'entre 19 et 36% des voyages d'affaires vont être éliminés pour de bon après la pandémie. Ah oui? Ouais. Ce serait en bonne partie les gains d'efficacité qui ont été développés de force pendant la pandémie, donc d'équiper des salles de visioconférence, de prendre l'habitude de fonctionner comme ça, de rendre le travail d'équipe plus efficient, donc d'avoir moins besoin de se déplacer, de rencontres en personne et des choses comme ça. Ouais. On s'entend, André, on disait que le voyage d'affaires est autour de 10% des voyages tout court. Ouais, la classe affaires, c'est 10%. La classe affaires. C'est 10% des passagers dans l'avion, mais 30% des revenus. Mais maintenant, tous les voyages pour affaires, c'est près de 30% des passagers dans un avion parce que on a tendance à, tu sais, en classe affaires, on parle, le vice-président de compagnie qui se déplace puis tout ça. Il n'y a pas que ça, la classe affaires. Tu as aussi, par exemple, les gens qui participent à un congrès et qui sont pas nécessairement en classe affaires, qui vont être en économie plus ou en économie supérieure ou en économie carrément. Si tu décides de participer à un congrès, tu voyages pour affaires. Donc, c'est tout ça c'est tout ça qui compose ce marché-là. Donc, oui, pardon. Et dans le haut du marché, en Amérique du Nord, maintenant, la plupart des grandes compagnies aériennes ont fait disparaître la première classe. Ouais. Mais dans le haut complètement du marché, t'as encore, par exemple, chez Air France et British Airways, tu as encore cette fameuse première classe où tu peux payer jusqu'à 12 000 $ pour un aller-retour New York-Paris ou Londres-New York. OK? Cette clientèle-là, de très haut de gamme, elle s'en va vers l'aviation d'affaires maintenant et elle risque de ne pas revenir. Ça, là, il faut se faire une idée à ça. Mais quand même, si on dit que 30% des vols vont être réduits entre le 5e et le tiers, ça peut vouloir dire 10% de baisse des vols tout court. C'est quand même majeur, là. Ça va prendre une grosse adaptation de la part des compagnies aériennes traditionnelles. Puis tu te souviens, la semaine passée, j'avais fait repris le commentaire de John Ostrower qui disait que tant que la clientèle d'affaires ne revient pas dans les avions, tout le monde est un transporteur à rabais parce que tu as juste des touristes dans l'avion, donc des classes économiques. C'est un peu vrai et c'est comment les compagnies vont réussir à s'adapter à cette nouvelle situation-là. Ce qui veut dire que les sièges en classe affaires complètement inclinables, il risque d'y en avoir moins dans les avions au cours des prochaines années. Donc, toi, ce que tu penses que, mettons, un transporteur comme Air Canada qui n'a que la classe affaires et la classe économie en arrière. Supérieur, t'as trois niveaux d'affaires supérieures. Ça dépend des avions, André. Ça dépend, Ouais, sur les vols intérieurs, t'as pas de classe affaires. Non. En fait, c'est des avions. C'est sur les monocouloirs, t'as pas de classe économie premium. C'est sur les multicouloirs que t'as une troisième classe. Ouais, c'est ça. Mais donc, la classe affaires, toi, tu penses qu'elle pourrait se retrouver être réduite physiquement? Elle va être réduite? Oui, il faut. Rentrer plus de monde, avoir plus de place dans les avions. Regarde, il va falloir. Quoique, je te dis ça, puis si tu enlèves les sièges en classe affaires, pour avoir des classes, pour les remplacer par des sièges qui vont être vides en classe économique, t'es aussi bien de ne pas les enlever, là, c'est là aussi. Là, mais il y a aussi d'autres compagnies qui ont fait d'autres types de changements, entre autres la classe économie plus où tu peux te coucher. Ouais, semi-couillé. Non, mais je veux dire, tant qu'à pas nécessairement faire
plus de la même chose, mais peut-être réfléchir à d'autres modèles. Aussi, je suis curieuse c'est ça. de voir ce qui va arriver avec ça. Parce que, je sais pas pour vous, là, mais moi, un vol vers l'Europe, d'être capable de dormir, je pense que je réfléchirais sérieusement à cette option-là. Pour employer un cliché actuel, il va falloir que les transporteurs se réinventent, mais je veux dire, c'est big time. Mais tu sais, en fait, ce que ça nous annonce aussi pour les compagnies aériennes, là, c'est qu'il va falloir qu'elles soient capables maintenant de réagir rapidement. Ajouter, retirer des vols rapidement, ajouter ou enlever changer rapidement les configurations d'avions. Il va falloir qu'elles soient capables de le faire rapidement. Puis là, l'avantage que tu as, c'est que quand tu as beaucoup d'avions au sol, tu as beaucoup de sièges d'extra disponibles. Donc, si tu veux rajouter des sièges, en enlever, tu as ces options-là maintenant que tu n'avais peut-être pas il y a un an et demi. Mais ça va faire partie du nouveau mode de fonctionnement des compagnies aériennes. Prendre des décisions en quelques semaines. Parlant de ça, je pense qu'on va être obligé de réagir compte tenu des chiffres que tu vas nous donner, André. 35 milliards de déficit pour 6 compagnies. 35 milliards. Alors, les grandes compagnies aériennes américaines ont tous dévoilé leurs résultats financiers de 2020. Y a-t-il quelqu'un qui est surpris de prendre qu'ils ont tous été déficitaires? Même Southwest Airlines, qui a déclaré son premier déficit depuis 1972. Ouf. Et voilà. Donc, 35 milliards de dollars de déficit total. C'est Delta qui est au sommet de tout ça, qui est la plus déficitaire, parce que Delta n'a reçu aucune aide du gouvernement américain. Elle a refusé l'aide américaine, donc, du gouvernement. Donc, c'est elle qui a le plus souffert. Il s'est passé des mouvements étranges sur les titres boursiers des compagnies américaines aux États-Unis, mais ça, regarde, il y a des gens What qui else is new? Ouais, c'est ça. Et écoute, Claudia, tandis qu'on est dans la COVID-19, je peux pas... voyons. Olivier, tantôt, tu nous as partagé concernant la COVID-19 les nouvelles restrictions que le gouvernement canadien vient d'annoncer. Ouais. Alors, écoute, Claudia, je t'annonce ça, c'est tout chaud. C'est tout chaud, hein? Ah, écoute, je peux même pas ouvrir le PDF, il est trop chaud, il va me brûler. Mais le gouvernement canadien suspend les vols à destination des Caraïbes puis du Mexique à partir au moment où les gens vont nous entendre, ça va être déjà fait. Ils se sont entendus avec les compagnies, donc c'est pas. Je sais pas, on n'a pas de détails de qu'est-ce qui se passe, là, mais ils se sont entendus avec WestJet, Air Canada puis Transat. Donc, il y a peut-être une aide qui est arrivée face à ça, là, on le sait pas, là, mais il semblerait qu'ils ont juste dit, ils n'ont pas juste fait comme, ils allaient plus là, puis les compagnies ont juste fait comme, OK. D'ailleurs, ça m'amène un peu au point suivant. On allait parler de la publicité, fort mal avisée du Bloc québécois. Au sujet des agents de bord cette semaine. Oui, faible. Oui, c'est un peu trop poli pour Le Bloc est faible aussi. Ouais. Oui, c'est ça, c'était vraiment faible. Leur concepteur... On dit faible, ouais. Qui a pensé que ça pouvait être une bonne idée de faire cette pub-là? C'est n'importe quoi. Sachez qu'à l'Aéropod, on comprend parfaitement l'importance des agents de bord et on respecte leur travail et on pense vraiment que c'est n'importe quoi. Pour les gens qui n'ont peut-être pas vu la pub, faudrait j'hésite. peut-être rappeler c'est Est-ce quoi? Que je le dis? Non, mais dis-le, là. Écoute, faut les traîner dans la boue, là. Alors, le Bloc a fait passer une publicité qui disait « Le premier ministre taponne. Au lieu d'interdire les vols non essentiels, c'est agir en agent de bord plutôt qu'en pilote. » Alors, ce qu'il faut savoir, pour les gens qui nous écoutent de l'extérieur, c'est que le Bloc québécois est un parti politique. D'opposition en ce moment. Enfin, depuis toujours. Éternellement, ouais, c'est ça. Au niveau fédéral. Oui. Et c'est un parti politique qui, en ce moment, se cherche beaucoup et qui tape à peu près sur tout et n'importe quoi. Je parle bien en ce moment, OK? Donc, incluant l'aéronautique, incluant l'aviation. Ben, c'était un des champions de l'idée d'avoir une stratégie aéronautique lors des dernières élections. Donc, ils ont des idées, comme tu dis, un peu de tout bord, tout côté. Puis, ben, des fois, l'opportunisme, ça crée des situations un peu... C'est exactement là que je m'en allais. C'était pas... Il n'y a aucun parti pris ou quoi que ce soit. C'est juste que vu que ce sera éternellement un parti d'opposition... c'est sûr qu'ils se doivent de toucher un petit peu à tout et de couvrir tout ce qui touche, qui pourrait interférer avec les intérêts québécois.
Mais là, c'est tellement mal joué, mais tellement mal joué. Je veux dire, c'est vraiment pas ça qu'on avait besoin. Ouais, ben, moi, je suis content de voir, pour revenir dans toute cette histoire-là, je suis content de voir que finalement, le gouvernement fédéral prend ses responsabilités, dit « Je suis en charge du transport aérien, je vais arrêter de faire semblant de pas l'interdire, mais dans les faits, de tellement le restreindre que je l'interdis, puis de pas vouloir donner aux compagnies aériennes. » Là, en l'interdisant, ça crée l'obligation de compenser les compagnies aériennes, parce que là, tu as pris une décision. Enfin, quelqu'un a décidé qu'il allait agir responsable. Je sais pas qui. Mais il va quand même falloir, André, quand tu penses à ça, là, il va quand même falloir qu'un jour, là, quelqu'un finisse par nous expliquer pourquoi le gouvernement canadien a décidé de ne pas aider, peut-être pas au niveau de la même hauteur des chiffres qui ont été donnés en Europe ou quoi, mais pourquoi on a décidé, tout court, de ne pas aider les compagnies aériennes comme ça a été fait ailleurs dans le monde. Parce qu'au Canada, les seules fois où tu entends parler des compagnies aériennes dans les journaux, c'est quand tu as un passager qui est maltraité, OK? Ou qui a eu un problème, puis que ci, puis que ça. C'est pas populaire, les compagnies aériennes au Canada. OK? Fait que on est en train de sacrifier des emplois dans l'industrie du transport aérien pour essayer de sauver des votes. Moi, c'est comme ça que je le vois. Excusez-moi, mais je ne vois pas d'autre calcul. Non, je suis d'accord avec toi. Je suis et là, je suis en train de pomper. Et là, je sens que la pression monte. Il faut que je... Parce que... Ben écoute, on va donner une bonne nouvelle pour te relaxer. On va faire un petit tour en Europe, Greg. Oui. Qu'est-ce qui est de nouveau autorisé à voler en Europe? Vous savez pas quoi, les amis? Il y a le Boeing 737 qui a été autorisé à parcourir le ciel européen à nouveau. Calme-toi, André, calme-toi. J'avais dit que je te relaxais. Mais en fait, vu que je n'étais pas là la semaine dernière, je voulais juste faire un petit retour rapide avec vous. Donc, OK, bon, ben là, c'était rendu autour des Européens d'autoriser le Boeing 737. Puis, juste pour vous dire, il y a l'avion peut revoler sans problème, mais il va y avoir, ce sera pas aussi facile qu'on le pense. Et il y a 7 points sur lesquels les opérateurs devront agir s'ils veulent remettre leurs avions en opération. Et bien évidemment, vous aurez compris, vous vous doutez très certainement que dans ces 7 points-là, il y a la mise à jour du software, du programme qui contrôle... mais en fait, on parle des flight control, là, incluant le MCAS. Donc, il y a beaucoup de choses qui doivent être mises en branle avant que l'avion puisse parcourir le ciel. Il y a le training aussi. Le fameux training des pilotes dont on a abondamment parlé, Olivier, quand tu pouvais passer d'un avion à l'autre, du NG au Max sans simulateur, juste avec un petit cours sur l'autoblotte. Là, maintenant, c'est fini. C'est le training complet, on va dire, là, puis t'es mieux placé que n'importe qui pour le savoir, là, de quoi on parle, là, mais un training complet sur la machine est maintenant requis pour les pilotes. Et c'est pas juste quelque chose qui a été dit comme ça, c'est inclus dans ces fameux 7 points qui ont été donnés, là, qui sont sortis. C'est sorti sous forme de NADI, là, d'une consigne de navigabilité, by the way. Donc c'est... Il y a beaucoup de choses quand même qui sont à mettre en branle et qui sont à prendre en compte avant que ces avions-là prennent le ciel. Je voulais mentionner ça parce que il y a beaucoup de gens avec raison qui ont une petite crainte de dire OK, l'avion il a été parqué pendant 1 an ou 2 dehors, là, puis ils vont le sortir, ils vont le tracter, là, enlever un petit peu la poussière dessus, puis repartir ça comme si de rien n'était. Les mettre sur une catapulte de porte-avions. Ouais, mettre ça sur une catapulte puis envoyer ça dans les airs. Il va y avoir quand même quelques petits travaux à faire déjà pour le sortir du remisage. Ça, c'est d'un point de vue technique, mécanique. Mais aussi pour le mettre à jour avec les requis réglementaires là, qui ont été sortis. Ceci dit, j'ai trouvé la stratégie d'Air Canada pour le retour en vol des MAX très, très, très sécuritaire et très astucieuse. Eux, ils font voler les avions vides. Les pilotes font des vraies approches dans des petits aéroports. Quand ils font ça, ils vont souvent à des endroits comme Val-d'Or. Ouais. Donc, ils se remettent dans le beat de faire des approches aux instruments dans des aéroports où ils sont à peu près tout seuls. Ouais. Donc, histoire de dérouiller les pilotes.
et ça dérouille les avions aussi qui, eux, étaient remisés depuis longtemps. Oui. Moi, je trouve que c'est une stratégie très brillante. Ça coûte cher, mais je trouve ça brillant de la part d'Air Canada. Dernier point là-dessus, André, savais-tu que dans les 7 points qui ont été mentionnés, entre autres en Europe, là, qui doivent être réglés avant que l'avion puisse voler, il y a tes fameux câbles électriques, là, tes fameux harnais électriques entre Au le Canada. cockpit et le moteur du trim en arrière dans la queue. Ces harnais électriques-là doivent être physiquement séparés, relocalisés. Donc, on en avait déjà parlé dans des épisodes passés, puis là, maintenant, ça fait partie des requis qui sont demandés avant que l'avion puisse voler. Donc, il y a un petit peu de travail physique à faire sur l'avion. Là. Et plusieurs inspections également. Mais bon, Oui. on verra. Des inspections qui avant étaient juste comme ça, là, pas verbalement, là, mais il y a des nouvelles task cards, des nouvelles instructions sur des fiches qui sont sorties. Maintenant, c'est officiel. On fait. Ouais. Ouais. C'est pas une recommandation, c'est un ordre. Les Puis pour les tests de avions- système, entre autres. Les tests de système impliqués dans toute cette saga de 737, là, des MAX. Les inspections sont maintenant clairement identifiées sur des task cards. Voilà. OK. Puis pour les avions qui étaient remisés longtemps dans le désert, il faut enlever les serpents qui sont dedans. Hein. Oui, ça aiderait, oui, effectivement. Ça se Il y faufile, a un cette bon bête-là. film pour apprendre comment faire ça, si je me rappelle bien. C'est quoi, comment ça s'appelait? Le Snakes on the Plane. Snakes on the Plane. Ouais, Mais ouais. dans les Boeing, il faut se rappeler qu'ils ont des compartiments spéciaux pour les serpents dans les réservoirs d'essence. Comme les échelles dans Ouais. les réservoirs d'essence, les mécaniciens peuvent jouer à Serpent et échelle, voilà. Et voilà, exactement. Puis, tu sais, c'est pour les ramasser tout au même endroit, Olivier. On met ça dans la collector temp, tu sais, pour collecter tout ça. L'Union européenne rabaisse également le minimum d'utilisation pour les créneaux. Oui, alors, petite nouvelle ici pour nos amis opérateurs. On a beaucoup d'amis opérateurs dans le monde. Et surtout en Europe. Je pense que c'était André qui en avait parlé il y a quelques mois de ça, où on disait que va-t-il advenir de ces fameux créneaux? En fait, ils les avaient suspendus pendant un bout de temps. C'est moi qui en avais parlé. Encore? Donc, Je suis tombé dans le champ, moi. C'est correct. Ouais, je vais occuper mes semaines à réécouter mes anciens épisodes. Hey, parlant de ça, Tu on va veux- faire une tu veux mini pas parenthèse, reconnaître la chers contribution auditeurs. de Claudia. C'est ça qui arrive. Tu sais, admettons que vous arrivez parmi nous, là, puis là, on prend une semaine de congé à cause du temps des fêtes ou quelque chose et vous décidez de reculer dans les épisodes. Rendez-vous service. Ne reculez pas jusqu'au premier. On a eu une bonne courbe d'apprentissage à l'aéropod. Là, je fais ça, puis je vais encourager les gens à aller nous écouter, Qu'est-ce avoir qu'ils la ont fou. fait? tu sais, Oui, c'est voilà. ça, exactement. Mais bon, je veux dire, sentez-vous pas obligé de reculer jusqu'au premier, là. Non, mais Commencez je à trouve 5-6, je c'est trouve ça bien correct. intéressant de mentionner quand même qu'on fait pas juste lancer des nouvelles comme ça à qui mieux mieux. On fait des suivis aussi. Donc là, je me suis trompé. C'est pas André, c'est toi. Mais ouais. on en a parlé Mhm. parce qu'on s'était soucié du fait que hey, mais ces compagnies aériennes-là payent. Mais ça avait pour fait des- scandale, des vols vides en Exactement. période de pandémie. Donc, pour ne pas perdre les créneaux, on faisait voler des avions totalement vides. Là. Donc, ça, c'était assez bof comme idée. Mhm. Donc là, l'Union européenne a dit que ils allaient abaisser les requis à 50%. Mhm. Et si vous vous demandez, ben OK, mais ça passe de quoi? De 53 à 50? Tu sais? Ça passe de 80. La moyenne, c'est à peu près 80% en Europe dans les aéroports. Il faut que tu occupes tes créneaux en moyenne à plus de 80% pour garder ce créneau-là. Mhm. Là, ça a été baissé à 50%. Puis dans les infos que j'ai vues un peu à droite à gauche, l'Union européenne n'est pas fermée à abaisser ça un petit peu plus s'il faut pour aider un petit coup de pouce. D'accord. Quelque chose de moins drôle. Quoi? Le fameux vol 447 Rio-Paris Ah, pas lui. va peut-être amener Air France en cours une fois de plus. Oui. Je t'écoute, frère Greg. Eh bien, voici. Alors, on sait que tout ça s'était réglé, entre guillemets. Là. Ça avait été classé en 2019. Donc, c'est quoi? C'est 10 ans après le crash. Donc, ça s'était soldé par un genre de non-lieu. Là. Personne n'est responsable. Puis, mais je parle au niveau de la responsabilité. Là, okay, là. Il y a peut-être eu des montants. Mais en fait, il y a eu des montants qui ont été donnés. C'est toujours le cas quand il y a des crashs. Les compagnies aériennes, les assurances des compagnies aériennes donnent certains montants aux familles et tout ça.
Mais on se doute très bien que la plupart du temps, les familles veulent plus que ça. Donc là, il y a un juge en France parce que pour nos amis qui ne vivent pas en France, puis je résume ça grossièrement, là, vite, là, ce sont les juges qui font les enquêtes en France, contrairement à ce qui se passe avec nous en Amérique. Il y a un juge qui pense très certainement réouvrir l'enquête pour ramener Air France et Airbus devant les tribunaux. Dans ce cas-ci, une des différences, ce serait que au niveau d'Air France, ça aurait aucun rapport au fait qu'ils savaient que la sonde Pitot était problématique, ils ne l'ont pas changé, il n'y en avait pas assez en stock, ça a été mal prévu, etc., etc. Là, ce serait plus au niveau de la mauvaise formation des pilotes. Donc, on est vraiment au niveau du training des pilotes. On les a mal encadrés. Visiblement, on a identifié une lacune au niveau du pilotage, de techniques de pilotage dans ces hauteurs et à ces vitesses-là. Donc, c'est ça. Fait qu'on va savoir au mois de mars si le juge a assez de viande pour réouvrir le dossier puis repartir avec des accusations contre Air France et Airbus dans ce dossier-là. Oui. À suivre. Mais quand tu fais partie de la famille, là, il me semble qu'à un moment donné, tu as hâte que on passe à autre chose. Là. C'est clair. Puis en même temps, tu as peut-être plus hâte que ça vire de ton bord. Donc, peut-être que c'est un développement positif pour ces Mais comme je vous dis, j'ai pas pour l'intervention aujourd'hui, j'ai pas vérifié s'il y a eu les compensations monétaires ont été données. Je m'en rappelle pas, puis je veux pas dire de bêtises. Là. Mais juste une question de responsabilité. Voilà. Et l'autre affaire aussi qui pourrait arriver, que j'ai vu passer une fois dans les différents articles que j'ai consultés, peut-être aussi que les familles poussent pour réouvrir le dossier parce que la compensation n'est pas suffisante selon eux. Donc, ça pourrait être ça aussi. Voilà. On part de l'Europe. Oui. Puis on s'en va directement à Renton. Oh! OK. Là, on résume toutes les différentes petites nouvelles qu'on a entendues pendant la semaine sur Renton et on dit Boeing a atteint le fond et a commencé à creuser. Oui. Écoute, moi, à Claudia, dans mes résolutions de 2021, j'avais comme arrêté de faire du Boeing bashing. OK. Et cette semaine. Il nous aide pas beaucoup, hein? Il nous aide pas beaucoup. Je vais donner le chiffre qui, moi, m'a marqué vraiment. Puis ça fait plusieurs trimestres qu'on a ça comme nouvelle sur Boeing. Ouais. Ils ratent leur prévision de vente. Puis là, que ça t'arrive une fois, deux fois, t'avais pas vu venir la pandémie, la demande est tombée à zéro, c'est pas surprenant, c'est correct. Qu'on ait raté les prévisions de juin. Pourquoi tu continues à être complètement dans le champ? Ça me fascine. Et quand je dis complètement dans le champ, Boeing, cette fois-ci, a raté ses prévisions de vente de 838%. Tant qu'à rater les prévisions, aussi bien les rater comme du monde. Moi, c'est ça que je me dis. Écoute, moi, là, à loser et demi, hein, je ne raterai pas une prévision en moins de 800%. Fail big or go home, hein? Ben oui. Ouais, ça me rassure vraiment beaucoup sur leurs activités spatiales, en tous les cas. Écoute, moi, le chiffre que j'ai retenu, Claudia, chez Boeing, il y en a quelques-uns qui sont assez percutants. Il y a la dette totale maintenant de Boeing qui atteint 63 milliards de dollars. C'est juste ça. Okay. Hey, mais on voulait dire non au gouvernement pour pas qu'il ait son mot à dire sur la façon dont on dépensait l'argent. Visiblement, stratégie payante. L'action est en baisse de 5% depuis le début de l'année. Ouais. Toute proportion gardée, maintenant, Boeing est plus endetté que Bombardier va l'est maintenant avec la vente de transport. Donc, Boeing est plus dans le trouble que Bombardier maintenant. Et ce qui me fascine, moi, c'est que ils ont annoncé un déficit de 12 milliards de dollars. Mais quand tu regardes dans les détails, ils ont brûlé 19 milliards de dollars en 2020. C'est-à-dire qu'il y a 19 milliards de liquidités qui sont partis. Comment tu fais pour avoir un déficit de 12 milliards, mais brûler 19 milliards de liquidités? Moi, ça me fascine un petit peu. Là, on voit qu'il y a des choses qui sont cachées. Parce que dans le déficit, il n'inclut pas les 2,1 milliards d'intérêts sur la dette annuelle. Alors, il y a un paquet. Ouais. C'est de l'argent qui sort, là. Ouais. C'est de l'argent qui sort, ça, là. Uh-huh. Et le Chief Financial Officer, le directeur, le VP Finance de Boeing, dans son entrevue téléphonique avec les analystes, a dit qu'à 5 avions par mois, avec le 787, ils étaient capables de rembourser les frais de recherche et développement de ce programme-là
Autrement dit, ils auraient encore une marge bénéficiaire à 5 avions par mois. Moi, là, Greg, je ne sais pas ce que tu en penses, toi, mais moi, je le dis. Je sais pas, honnêtement, moi, sur ce point-là en particulier, André, je me fie un petit peu à l'avis des experts. Tu sais, l'économie en général, c'est pas ma force, là, je l'avoue. Mais de tout ce qu'on a lu ces 10 dernières années, André, sur le 787, Richard Aboulafia, Kevin Michaels, pour ne nommer que ceux-là, ont toujours dit que s'ils l'ont pas dit directement que c'était pas rentable, ils ont de façon ça va être vraiment difficile. Ça va être difficile, ça va être compliqué. Je me demande comment ils vont faire pour, fait que si ces experts-là se demandent encore aujourd'hui comment Boeing va être capable de faire de l'argent avec ce programme-là, faire de l'argent, là, OK? J'ai de la difficulté à comprendre que avec 5 avions par mois, c'est pas super que ça. Écoute. En fait, entendons-nous, ces messieurs-là parlent de faire de l'argent une fois la R&D remboursée. Oui. C'est important. Oui, sauf que le point caché en arrière de ça, c'est que ça a coûté tellement cher à développer que ça arrivera jamais. Aussi, ils sont passés à côté de je ne sais combien d'économies d'échelle en production. Encore des échelles, là? Ils ont ralenti la production de manière tellement importante que c'est sûr qu'ils ont perdu des rabais de volume avec leurs fournisseurs, qui ont eu des problèmes d'efficience dans les usines, qui ont eu... Je peux pas croire que ça coûte la même chose produire un appareil aujourd'hui qu'il y a 1 an et demi. Là. Ça se peut pas. Là. Ou bien qu'il y a eu la même courbe d'apprentissage, même s'ils ont réduit la production. En tout cas, peut-être, mais... C'est difficile à suivre. Tu sais, quand tu regardes la situation chez Boeing en ce moment, il y a toujours, écoute, le KC-46 qui continue à créer des problèmes. Ça, c'est l'avion préféré à Olivier. Ça. Officiellement, la semaine dernière, on a atteint le seuil. Tu sais, c'est le contraire du break-even point. C'est le seuil où tu arrêtes officiellement de faire de l'argent pour toujours. Donc, ils ont atteint, ils avaient prévu un 4,9 milliards de dollars de dépenses pour ce programme-là. Ils ont atteint 5 milliards et il y a encore plusieurs modifications à faire. Ils sont assurés de ne pas faire une scène avec ce programme-là. C'est fini. Il va falloir... En fait, ils sont assurés de ne pas faire d'argent de la façon que le contrat est structuré actuellement. Oui. Là, ce qui va probablement arriver, c'est que d'ici 1 an ou 2, la US Air Force va miraculeusement commander 258 000 appareils. Puis ça va sortir de nowhere, cette affaire. Mais là, by the way, préparez-vous à ça. Là. Les gens qui nous écoutent, puis vous, chers collègues et amis, là, Boeing ne fera pas faillite, OK? On est d'accord, là? On s'entend? Là? Bon, Boeing ne fera pas faillite. On va trouver des moyens toujours plus créatifs de donner des non-subventions. Absolument. Des programmes militaires, commander plus. On sait que c'est Boeing, par exemple, qui a eu le contrat pour fabriquer le nouvel avion d'entraînement de l'US Air Force en collaboration avec Saab, là, mais quand même, c'est lui le prime contractor. Il reste que il pourrait en commander plus, tu sais. Commander plus de P8. Plus de, pardon, Olivier. Des P8? Oui, absolument. Puis là, même si là, on vient de se rendre compte que peut-être qu'il n'était pas trop bon dans l'espace, fait que peut-être que ça, on va laisser faire un peu, mais c'était une des avenues auxquelles on avait pensé au départ. Là. En fait, non. Ils vont juste être plus patients, c'est tout. Puis quand on résume un petit peu après le KC-46, t'as évidemment le MAX qui est encore en difficulté. Oui, il a recommencé à voler, mais c'est encore un programme à problème pour Boeing. Oui. Il y a des modifications à faire à ces avions fabriqués. Oui. Le 787, oui, il y a eu beaucoup de problèmes de qualité en 2020, de sorte qu'ils n'en ont pas livré au moment d'enregistrer. Là, ça fait 3 mois qu'ils n'ont pas livré un seul 787. Il y en a 80 de parqués un peu partout aux États-Unis qui attendent d'être livrés. Ça, par exemple, c'est surprenant. Pour le 787, André, là, c'est surprenant parce qu'en ce moment, au niveau pandémie-wise, c'est l'avion de prédilection. Là. Il est parfait, il est taillé parfait pour le type de marché qu'on a en ce moment, là, le type d'opération qu'on a besoin. Il vole vide, fait que les compagnies n'en ont pas besoin de plus. Ouais. Et là, on nous a annoncé le retard de livraison du 777 de 2 ans, donc on a repoussé ça à 2023. Et ce qu'on a appris entre les branches, là, c'est quand tu fouilles, il y a un problème avec la partie pliante des ailes du 777. On dit les charnières. Les charnières, les pentures, en tout cas, appelle ça comme tu voudras. Oui. Il y a un problème avec ce système-là, il faut le redessiner.
Donc, ça explique en partie le retard. Et là, je vais aller, tant qu'à faire du Boeing bashing, là, je vais aller vous mettre une petite couche supplémentaire, OK? Ouais. T'as raison, on en avait besoin. On va prendre l'exemple du 777. OK, là, on se retrouve avec un programme qui est différé, qui est retardé. Fournisseur grec des moteurs du 777, c'est qui? Eh bien, c'est la grandiose General Electric. OK. Là, General Electric vient de se faire dire que ce programme-là, avant qu'elle puisse commencer à faire des profits, c'est retardé. Fait que tes recherches et développement, tu vas. Mais la semaine d'avant, qu'a fait Boeing? Boeing a annoncé que d'ici 2030, tous ces avions allaient pouvoir voler à 100%, utiliser 100% de carburant durable ou biologique ou écologique. D'après toi, qui va devoir faire la recherche et développement pour adapter les moteurs au carburant 100% écologique? Plus de jet fuel, juste du carburant. Oui, c'est le motoriste. Là, parce que même si ces compagnies-là, comme Boeing, disent non, il faut adapter l'avion, ça prend des pompes spéciales. Ouais. T'as 8 pompes canister à changer sur ton. Ils ne redesigneront pas les ailes pour ça. Là. On va faire fitter de nouveaux components qui vont dans le même trou, qui ont la même grosseur à peu près. Il faut que ça fitte là-dedans. C'est le motoriste qui va se taper toute la job encore une fois. Et je vais finir, moi, ma boucle en disant, qui est le président de GE Aviation maintenant? Ah, c'est notre ancien Brésilien par... John Slattery. Oui. Alors, John Slattery, ancien président d'Embraer, qui a quitté après que le deal entre Boeing et Embraer soit tombé à l'eau. Ouais. Il est-tu content, lui, de tout ce qui se passe chez Boeing en ce moment? Il doit dire, je suis sûr qu'il appelle le président de Boeing et dit, je suis all in, mon grand, on va dépenser des fortunes. T'es tellement un bon partenaire, j'ai tellement hâte. Ouais. Ouf. Lui, là, il est en train de se dire, j'ai pas le choix, c'est un gros client Boeing, mais comment je peux éviter de me mettre le bras dans le tordeur? La seule affaire qui peut jouer au niveau, la seule raison pour laquelle Boeing peut se permettre de dire des choses comme ça, André, c'est que ils sont probablement au courant que GE travaille déjà sur sur l'adaptation, des nouveaux injecteurs capables de sprayer ce nouvel type d'huile. J'ose espérer qu'ils n'ont pas fait cette annonce-là de manière intempestive sans consulter. Ils auraient pu. Parce que c'est déjà arrivé dans le passé que pendant la conférence de presse, le fournisseur apprend qu'il est maintenant en charge de faire quelque chose. Ça, c'est déjà arrivé dans le passé. Mais la seule chose que je pourrais voir là en ce moment, André, c'est que c'est ça. C'est qu'ils sont GE est déjà la division secrète de GE là, qui travaille sur des projets secrets là, de trucs imprimés 3D et tout ça. Là. Ils sont très certainement en train de travailler sur l'adaptation des moteurs. Moi, ce que je voulais te dire par ça, c'est que la relation entre Boeing et certains de ses fournisseurs n'est pas nécessairement à son meilleur. Ah, absolument. Okay? L'un n'empêche pas l'autre, absolument. En même temps, rien de tel que te faire squeezer tout ce que tu as depuis quelques années. En fait, c'est la stratégie depuis quelques années. C'est absolument. Ça qui a amené une bonne croissance de l'action. Boeing a absolument voulu rester avec un seul motoriste pour son 777, le nouveau. Là. Puis, OK, en garantissant des choses à son fournisseur, à GE. Peut-être qu'aujourd'hui, GE le regrette d'être tout seul là-dedans. Ouais, tu sais. Alors, puis tu as plusieurs autres fournisseurs. C'est ça, mais c'est parce que tu as mentionné, Claudia, qu'une bonne partie de l'augmentation de la rentabilité de Boeing dans la dernière décennie, elle s'est faite sur le dos des fournisseurs. On les a poussés à l'extrême. Puis là, tes fournisseurs, tu les as malmenés, puis tu es en train de dire que tu vas continuer de les malmener pendant les prochaines années. C'est comme, là... Oui. Ça donne le goût, hein? Puis ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'il y a un article qui est sorti cette semaine dans Aviation Week où il disait que certains fournisseurs américains écœurés de travailler avec des gens comme Boeing pourraient se retourner et offrir leurs services aux Russes et aux Chinois pour leur version indigène du 777. Là. Puis là, enfin, Boeing va peut-être aller chercher l'aide du gouvernement pour les empêcher de faire ça, mais
tout de même. Je pense que moi, Ben, c'est un risque c'est certain. ça ou mourir. Non, on est d'accord. De toute façon, je me mets à leur place. Je voudrais me diversifier à tout prix. Oui. Pour plusieurs raisons. Ça a l'air désagréable de travailler avec eux. Ça n'a pas l'air payant. Ça a l'air, tu sais, pour plein de raisons, c'est pas une bonne idée. Tu sais, je veux dire, même si tu dis les Russes et les Chinois vont travailler sur une version locale pour un nouveau type de moteur, exactement comme ils le font pour le Comac. Pas pour le Comac, excuse-moi, pour le Learcut, là. C'est où tu peux avoir la version du Gear Turbofan ou la version de NPO Saturn. Ils pourraient faire exactement la même chose pour leur nouveau 777. Tu as le choix. Si tu veux en acheter pour chez vous, tu as motorisation occidentale ou tu achètes la nôtre. Mais sauf que pour l'avionique, tu n'empêcheras pas Raytheon Technologies d'embarquer là-dedans s'ils veulent. Là. J'ai hâte de voir comment le design gouvernemental va aller par rapport à ces dossiers-là. C'est très curieux. Hayes, il est pesant d'un point de vue business, mais physiquement aussi, il est très pesant. Parlant de ça, de toute façon, on a un palmarès qui a un peu changé aux États-Unis dernièrement, puis des spécialistes du design gouvernemental sont rendus au top. Lockheed va bien, André. Oui, en fait, suite au débat, la déconfiture de Boeing en 2020 fait en sorte que Lockheed, maintenant, est la plus grosse compagnie d'aérospatiale. Ils ont devancé Boeing dans leur chiffre d'affaires. Et, est-ce que la 2021 va permettre à Boeing de reprendre le dessus? On ne sait pas. Mais, tu sais, quand ça va mal chez Boeing. On pourrait rajouter aussi chez Boeing, il y a toujours les problèmes du Starliner. Ouais. Mais ça risque d'être difficile, André. Moi, je pense que Lockheed est parti sur une lancée parce que, avec entre autres le F-35, il commence à y avoir tellement de F-35 en service, pour ne parler que de ce programme-là. Là, que là, l'aftermarket est exactement. Les contrats de service vont commencer à popper. Là. Fait que l'argent va commencer, le cash flow va commencer à rentrer. Là. Puis il y a même question de commander des F-16, de recommencer à commander c'est très ça, je voulais envoyer à Olivier. Il y a c'est pas une très bonne nouvelle pour Boeing. La rumeur des F-16 qui va être recommandée, je pense qu'elle arrive aux 10 ans. Ah, OK. Olivier, là, pète pas notre bulle. Non, c'est pas de pétage une ballonne. Il faut voir entre les lignes que c'est probablement du focoyage pour racheter plus F-35 ou je sais pas quelle affaire. Là. Focoyage. OK. Oui. Alors, on va poursuivre avec cet épisode explicite. OK, on s'en va de ça de défense. Non, mais Olivier, tu disais, pardon, c'était une blague, je voulais pas t'interrompre. Non, c'est correct, mais les F-16, c'est faux de penser qu'un F-16 va coûter pas cher, même un F-16 neuf. Pour le prix, je pense que les Américains sont mieux de mettre plus d'argent pour d'acheter des F-15 que d'acheter des F-16. OK. Pour plusieurs raisons, notamment le fait que le radar sur le F-15 est substantiellement plus performant que sur un F-16, juste du fait qu'il y a une antenne qui est beaucoup plus grosse. Et le F-15, il apporte beaucoup plus de charge offensive et il y a un rayon d'action beaucoup plus élevé que le F-16. OK. Je suis d'accord, moi je suis vendu. Justement, on passe en défense. C'est un beau petit surnom, ça, Olivier. Le Loyal Wingman? Loyal Wingman. Pour les gens qui se demandent c'est quoi ce nom-là, c'est le nom qui est donné à tous les avions sans pilote qui vont venir appuyer les avions pilotés par des... exemples, on parlait de F-16. Justement, les Américains ont fait un test, une démonstration de Loyal Wingman avec un F-16 sans pilote ou un autre F-16 contrôlait le F-16 sans pilote. Le F-16 sans pilote, il semble qu'il y avait un pilote de sécurité à bord, mais l'avion volait de façon autonome sous les ordres d'un autre avion. Donc, le concept, c'est les avions coûtent cher, les pilotes coûtent encore plus cher que les avions. Si je m'en vais vers un ennemi, je vais envoyer un avion sans pilote avec des capteurs, avec des munitions vers les défenses ennemies. Il va se faire repérer. Il va soit se faire détruire. C'est pas grave parce qu'on va savoir d'où est parti le missile ou la pièce d'artillerie antiaérienne. Puis, l'autre chose qui est, avec un peu de chance, peut-être que notre Loyal Wingman va être capable de détruire les défenses ennemies. Ça, c'est le concept. Ils pourraient vraiment s'en servir comme dans les films, là, Olivier. Là. Ils peuvent s'en servir de decoy, s'en servir pour attirer l'ennemi dans un coin pendant que toi, tu rentres par l'autre côté, des affaires de même, là? Oui, exactement. Et puis, vous a déjà parlé ici du programme ATS de Boeing en Australie, qui fait partie de cette catégorie-là d'alliés loyaux, si on veut mettre en français. Ouais. Là, les Anglais, avec leur projet Mosquito, qui est le nom qui est donné à la création d'un allié loyal. Il va être en bois?
Oui, en bois, tout à fait. OK. Donc, ça réfère à un bombardier léger durant la Seconde Guerre mondiale, fait tout en bois. C'est aussi Les Anglais, cette petite bête Dans des fabriques de piano. Mais les Anglais, les autres, ils récupèrent tous leurs noms. Donc, on a le Typhoon, là, le prochain avion, c'est le Tempest, et pour les deux, on va avoir un Mosquito. Ouais. Donc, il y avait trois équipes qui étaient en lien pour soumissionner pour le projet. On avait Bombardier et Northrop Grumman. On avait Boeing et on avait une compagnie qui s'appelle Blue Bear Systems Research, que je connais pas. Et puis, avec la vente... qu'on connaîtra pas non plus. Non, c'est ça. Avec la vente de l'usine de Short Brothers en Irlande à Bombardier, Ouais. en Irlande du Nord, c'est maintenant Spirit AeroSystems qui a eu le contrat. OK. Dans le fond, la loyauté, ça a été envers l'usine de Belfast. Si tu veux parler d'avion loyal, la loyauté. Oui, c'est ça. C'est un peu ça, oui, effectivement. Ouais. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que le concept, c'est pas Spirit AeroSystems qui va arriver avec un voici à quoi va ressembler mon avion sans pilote loyal. C'est vraiment le gouvernement avec la Royal Air Force qui a développé un concept et l'usine va construire ce concept-là. OK. Ah, OK. C'est ça qui est différent. C'est pas un projet, c'est pas Short Brothers qui sont arrivés. Notre projet va avoir l'air de X. OK. Ah, OK. c'est Donc, intéressant. Boeing serait pas arrivé avec le ATS, exemple. Le contrat, c'était de prendre ce que la RAF avait développé et de le construire. Donc, ça a été vraiment au niveau de la production. Donc, oui, nous, exemple, en Irlande du Nord, on est capable de faire votre projet. Voici avec quelle technologie on est capable de le fabriquer, patati patata. OK. 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 C'est à ce niveau-là. Fait que c'est simplement un contracteur, dans le fond. Oui. OK. Le Defiant X de Boeing. Le Defiant X, c'est la version raffinée du SB1. On vous en a déjà parlé dans le cadre du programme FVL, le Future Vertical Lift de l'armée américaine. Mm-hmm. Là, cette semaine, Boeing a sorti un nouvelle, si on veut, des images de synthèse avec cet raffinement-là. Ils ont reparlé à l'armée américaine. Faut savoir que le SB1 vole en ce moment à West Palm Beach, au centre de développement de Sikorsky. Et avec les données déjà qui sont sorties de ces tests-là, ils sont retournés voir l'armée américaine et là, ils sont arrivés avec quelques raffinements, si on veut. Si vous regardez une photo du SB1 et du Defiant X, la nouvelle conception, si on veut, le nouveau concept, a un nez plus pointu. L'échappement du moteur a été reprofilé. Il y a un nouveau carénage entre les deux rotors. Le fuselage est redessiné, les côtés sont plus carrés, probablement pour être plus facile à construire. Et les gouvernes sont rendues comme des chevrons et non comme des gouvernes rectangulaires, comme il y avait sur le SB1. Okay. Et le trait d'atterrissage est passé d'une formule classique avec une roue de queue à un trait tricycle, comme sur tous les avions. Ah ouais? Donc, ouais. OK. Mais c'est bizarre. Apparemment, le train tricycle est plus stable qu'un train classique au sol. Ça reste à prouver, là, mais... J'ai des doutes, moi aussi. Mais bon, OK. Qui suis-je pour remettre en doute Boeing? Oui, il y a Boeing, mais il y a aussi Sikorsky qui travaille là-dessus. Hein. Okay. C'est pas... Bon, c'est bon. Respect pour Sikorsky. Et puis, moi, ce que ça me fait... Si je lis entre les lignes, c'est que Boeing et Sikorsky avec le SB1, ils n'étaient pas capables d'aller chercher la vitesse maximale qui était spécifiée par le programme FVL. Ouais. Ils étaient incapables de s'approcher de la vitesse que Bell avait atteint avec leur V280, qui est un appareil à rotor basculant un peu comme le V22. OK. Et puis là, ils se sont vraiment creusé la tête. Il faut qu'on fasse quelque chose parce que notre grosse patate, elle va pas assez vite. Toute cette puissance, ça sert à rien. Ça va juste pas assez vite. Je suis sûre que ça a été discuté exactement dans ces mots-là, dans la rencontre exécutive. Our gross patate doesn't go fast enough? Ouais. Et puis aussi, un truc qui me fait sourciller, c'est que dans le programme FVL, l'appareil qui remplace le Black Hawk doit être facilement transportable avec un appareil de cargo, exemple un C-17 ou un C-5. Ouais. Si on regarde le SB1, la tête rotor, les deux rotors un par-dessus l'autre, la tête rotor, c'est immense. Et c'est officiel que ça ne rentre pas dans un C-17 ou un C-5. Donc, il faut falloir démonter ça. Moi, je suis curieux de savoir combien de temps ça prend pour démonter tout ça, le rentrer dans un avion de transport et le réassembler à l'autre côté. Versus le rotor basculant de Bell. Bell a déjà une expérience avec le V22 de plier ça pour que ça rentre dans un porte-avions ou dans un C5 ou une patente comme ça. Donc, j'ai hâte de voir comment ça va jouer quand ils vont rentrer dans ces tests-là. Moi, mon argent sur Bell.
Je pense que Bell est en très bonne position, effectivement. Hey, tu sais quoi, pour finir, la motorisation qu'il y a sur le Defiant? C'est un des nouveaux moteurs dont tu devais parler, hein? Ouais, c'est soit le C'est pas moteur un T901? du King, ouais, c'est soit le 901, soit le T408. Là. Je vais vous trouver la réponse à l'instant. D'accord. Continuons en attendant. Ben, pendant qu'on va aller faire un tour très bientôt du côté de l'espace avec Boeing, c'est là qu'on était rendu. On va essayer de se rendre cette fois-là. Hein? Ouais. Bon, c'est un peu méchant, mais c'est vrai. Ben, Comme tu le disais, en fait, on le sait qu'ils vont y arriver. Là. Il suffit de lancer plus d'ingénieurs sur le projet. C'est juste que c'est long et c'est pas efficace. Là. Puis en plus, c'est pas beau. Mais tu sais, la dernière fois, on disait, la magie d'une compagnie privée qui. Mais Boeing sont privés aussi. Là. Oui, mais c'est comme une grosse bureaucratie. Mais là, on parle du Starliner, hein? Ouais. Ah ouais. Parce que ça n'a pas été clairement identifié. Avant qu'on passe au Starliner, le moteur qui est dans le Defiant en ce moment, c'est le T55 qui propulse Chinook. Ouais, OK. Mais ça, c'est démonstrateur, c'est pas le moteur officiel. Et le moteur qui est supposé aller dedans, c'est le Future Affordable Turbine Engine, le FAT, le Fate. Ouais, fait que ça va être très certainement. Ben, c'est le 901. C'est le T901. OK, cool. D'accord. Donc, le Starliner, OK. Une date Absolument. qui a été vous vous souvenez des débats de Orbital Flight Test 1, le OFT-1, il y a quelques années là, où la capsule n'avait pas réussi à se rendre. C'était rendu à l'orbite de peine et de misère. Il y avait des bugs de logiciels complètement douteux et surprenants même, ça avait sourcillé plus d'un, donc Claudia. J'ai le souci facile, mais quand même. Ouais. Et là, on a appris cette semaine que le prochain vol de la capsule, le Orbital Flight Test 2, le OFT-2, ce sera pas plus tôt que le jeudi 25 mars. Il y a plusieurs raisons pour ça. Le pod de lancement, le SLC-41 est disponible. Il y a une fusée Atlas 5 qui va être disponible rendue là. Les progrès techniques sont très bons à ce qu'on rapporte sur la capsule. Là, ils vont faire un vol. Ils ont fait comme un peu le concept des Iron Bird quand ils développent un nouvel avion, là, tous les systèmes éparpillés dans l'hangar là, pour voir que tout fonctionne comme il faut. Ouais. Ils ont un peu fait ça avec des composantes de vol de la capsule. Ils ont fait un simulateur sur le plancher. Ils vont simuler un vol complet. Exemple, si la capsule s'en va pendant 1 mois sur la station spatiale ou 2 semaines, ils vont faire un vol de 2 semaines avec les composantes pour être sûr que ça fonctionne comme il faut pendant 2 semaines. OK. Et aussi, à partir du 25 mars, il y a un port d'arrimage qui est disponible à la station spatiale. Donc, c'est important aussi. OK. Ah oui. OK. OK, Donc, j'ai hâte de voir la suite. Je suis dubitative. Honnêtement, là, Moi, Et je selon ne m'attends à plus rien de Boeing. C'est ça. Fait que- Tout peut être une Selon surprise leur plan, agréable. après ce vol-là, le vol, si ce vol-là a du succès, on leur souhaite de tout cœur. On fait bien des blagues, mais on veut pas qu'ils se cassent la figure avec ça. Si ça fonctionne, si ce test-là est concluant, le vol d'après va être habité. OK. OK. Bon. Ça me stresse, là. Enfin. Ben, la navette spatiale, son premier vol était habité. Hein. Ouais, c'est sûr. Mais c'était pas un... Ouais, mais c'était John Young qui avait à bord, fait que pas de Pour aller danger. lui, c'était pas grave s'il mourait. Là. OK! Quoi? On va passer Comment au ça? bref C'est quoi cette après ça. affaire-là? Non, C'est non, mon mais- idole! Tu viens de tuer mon idole, là, lui! Non, c'est pas vrai. Mais c'est mon idole quand même. Hein? Au bref, quand on revient. All right. Aéropod. Donc, Oui! vite, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine qu'on devrait savoir? Là, je pensais que t'allais me shooter ça, là. Non. D'accord. Ah, je peux. D'accord, mais écoute, Southwest Airlines qui retourne ses bacs sans vol. merci André. Il y en a un qui suit ici, c'est André. Hey, merci. T'as pas de notes, toi, quand tu travailles avec nous? Ben, d'habitude, tu me les shootais, c'est pour ça. Fine. Vas-y, je suis Bon. prêt. Southwest de retour en vol? Southwest de retour en vol au mois de mars, c'est confirmé et c'est surtout dépendant du vaccin parce qu'ils ont promis de payer le vaccin à tous leurs employés. Ce qui est important de savoir, c'est que le vaccin aux États-Unis, il est gratuit. Il est payé par le gouvernement. Ce qui est un peu particulier parce que le système de santé est privé, donc normalement, il ne paye pour rien. Voilà. Sauf que il faut payer pour se faire injecter. Mhm. Donc, Southwest va payer pour l'injection des vaccins Oui. à ses employés et ils D'accord. disent que ça va se faire dès que le vaccin va être largement disponible au pays. Et ça, ben honnêtement, on ne sait pas exactement c'est quand, compte tenu de la situation, entre autres avec Pfizer et Moderna actuellement. À suivre. Absolument. Next. Delta.
Delta a annoncé qu'ils allaient réembaucher 400 pilotes. Mhm. Donc, sur les 1700 quelques pilotes. Mais la bonne nouvelle ici, c'est que on sait qu'ils s'étaient entendus avec le syndicat pour mettre des pilotes en furlough à la maison, puis tout ça. Mais les payer quand même en Mais partie. les payer quand même un certain nombre d'heures. En tout cas, c'était pas énorme comme montant, mais au moins, ils s'assuraient de garder des pilotes sous la main. Mhm. Et là, la bonne nouvelle, c'est qu'ils vont en rappeler 400 pour la saison estivale, mais qui plus est, 400 juniors. Mhm. Et la distinction ici est importante. Pourquoi? Parce qu'on sait que Delta est une compagnie totalement avant-gardiste et qui a de la vision et qui s'est entendu donc avec son syndicat et qui comprend que si il ne rappelle que les plus vieux, les plus jeunes vont s'en aller et il n'y aura pas de relève. Comment ça fonctionne, un tirage au sort? Ça, il n'y a pas de détails encore, mais ce qu'on sait, c'est que ce sera des jeunes là, qui étaient dans la compagnie depuis pas très longtemps, qui pourraient être rappelés. Et ça fait partie de la stratégie parce qu'on veut former de la relève, on ne va pas être pogné les culottes baissées. C'est pas dit comme ça avec mon expression québécoise, mais c'est ce qui ressort de la stratégie de Delta. Une fois de plus, bien joué. Oui. L'autorité de l'aviation civile vietnamienne. Oui, un autre petit clin d'œil à nos amis vietnamiens. On en a déjà parlé dans les semaines passées avec leur affaire de compagnie, de compagnie au Vietnam qui avait réussi à ne pas faire de mise à pied. Cette fois-ci, c'est l'autorité vietnamienne, donc l'équivalent de Transport Canada, là c'est vrai, qui a décidé, qui a mis en place obligatoirement un programme pour assurer une rotation des appareils qui volent en ce moment. Donc, par rapport à ceux qui sont en remisage. Par rapport à ceux qui sont en remisage. Donc, dans le fond, ce qu'on veut, c'est que pour compenser le fait qu'on ne sait pas dans quel état les avions vont sortir du remisage, on force la rotation. Donc, un avion X va voler pendant un certain nombre de jours ou d'heures, peu importe. Et après ça, il y a obligation d'aller le remiser et d'en prendre un autre dans le pool d'avions qui sont groundés. Donc, ça va forcer l'utilisation des appareils. Et donc, on n'arrivera pas le jour où tous ces beaux avions vont réintégrer le marché. On n'arrivera pas avec des potentielles catastrophes, des moteurs qui ont été mal préservés, etc., etc. Et ça va aussi, si j'étais un opérateur, ça m'encouragerait à faire mes préservations et des choses comme ça comme il faut, parce que je le sais que je vais le revoir dans 3 semaines, que je vais être obligé de le remettre en service. Si ça marche pas, il faut que je l'envoie en shop. Petite clarification ici, s'il y en a qui nous écoutent, ils pourraient se dire « Hey, mais ça existe déjà, il y a déjà des compagnies qui font ça. » Olivier, en préparation d'émission, nous avait dit que Air Canada le fait un petit peu genre style comme ça aussi pour ses 787. Sauf que la grosse différence ici, c'est que c'est une autorité qui l'oblige maintenant et non pas sur le bon vouloir des compagnies aériennes. Voilà. Intéressant. Et bonne nouvelle, lettonienne. Oui, c'est une très bonne nouvelle. On sait que André est un grand fan de Air Baltic qui opère des C-Series. Oh mon Dieu, qu'est-ce que je viens de dire là? Des A220. Et donc, pour soutenir ces Airbus, eh bien, Air Baltic va bâtir un nouveau centre de maintenance flambant neuf à la fine pointe de la technologie pour soutenir ses produits Airbus. Et Airbus est très content, semble-t-il. Oui, ben on rajoute des centres de service aux frais des clients. Ça donne de la couverture aux produits d'Airbus. Absolument. Fait qu'Airbus n'est pas impliqué dans le projet. Ils vont les soutenir et leur dire qu'est-ce qui serait bien pour eux. Là. Mais ça rend l'avion très intéressant pour d'autres transporteurs. Exactement. Parce que dans le fond, la stratégie d'Air Baltic, puis ça a toujours été très... Ils s'en sont jamais cachés, c'est de devenir un opérateur d'excellence et un mainteneur d'excellence du C-Series en Europe. Ben, ça a été la stratégie de Delta également. C'est pas comme si c'était une idée de sortie de nulle part. Là. Absolument. C'est exactement... Si vous savez ce que Delta veut faire avec le A220, là, Air Baltic veut faire exactement la même chose. Mais je te confirme, Olivier, qu'à Mirabel, il y a beaucoup de fans d'Air Baltic aussi. Les gens ils aiment beaucoup, les employés d'Airbus à Mirabel aiment beaucoup les gens d'Air Baltic. Ils sont toujours les bienvenus à Mirabel. Eh ben écoute, tu vois, comme quoi Riga a je sais pas, la fête dans le cœur. Vive les laitons! Excellent! J'aime ça finir l'épisode sur des jeux de mots douteux.
J'allais dire sur une bonne note, mais oui, ça va un peu ensemble. OK, excellent. Là-dessus, merci tout le monde d'avoir été parmi nous cette semaine. C'était Claudia Ouellette. Grégory Blanc. André Allard. Olivier Lacombe. Merci tout le monde. Bonne semaine. C'est tout pour l'épisode de cette semaine. Merci d'avoir écouté Aéropod. Abonnez-vous à notre podcast sur la chaîne YouTube ou encore pour la version audio sur iTunes, Google Podcast, Spotify ou votre plateforme préférée. N'oubliez pas de demander les notifications pour être averti dès que le nouveau contenu est disponible. Visitez nos sites web mentoraero.com et lesailesduquebec.com pour toute info supplémentaire et n'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires ou questions à l'adresse aéropod, AEROPOD, @mentoraero.com ou encore sur la page Facebook de l'Aéropod. Over.